Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue chez les GG ce mercredi matin, 1h30. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe sur cette antenne. Vous nous écoutez à modulation de fréquence sur 101.7. Ça se passe du côté de Zéro-Corée. Si vous êtes à Kindia, bienvenue. C'est Kania Zik qui reprend cette émission. Vous êtes à Labé, vous êtes sur Espace Fouta. Vous êtes aussi à Kakandé. Merci de votre fidélité. Vous avez évidemment la possibilité d'intervenir en direct dans cette émission en nous envoyant tout simplement les SMS à ce numéro de téléphone GG au 8037 si vous êtes un abonné Orange, sinon le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Et bien là, vous pouvez nous envoyer des mails. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. C'est une affaire dont se serait bien passé le Orea Athletic de Conakry lors de la 12e journée du championnat guinéen de Ligue 1. Le club a aligné face au Satellite FC 8 joueurs étrangers contre 6, tel qu'est prévu donc dans le règlement. Sauf là, l'ASK, rival invétéré du Orea AC, ça n'est saisi de l'affaire. Et ce matin, on en parle chez les GG à travers évidemment quelques intervenants que nous allons avoir en direct. Lamine, journaliste sportif, Alia Touré, entraîneur par intérim et manager de l'ASK. Nous allons les avoir du côté de Bamako ce matin. Depuis quelques jours, vous l'avez constaté, l'on constate en tout cas des fluctuations au niveau du taux de change, une situation que certains imputent à l'émission de nouvelles coupures de billets de 20 000 francs guinéens. Qu'en est-il vraiment? L'autre question que nous allons poser ce matin à M. Tidiane Koula Diallo, président de l'association des cambistes de Guinée. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Vous allez avoir plus de détails là-dessus ce matin chez les GG. Bienvenue, bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Mohamed Djibril Camara. Bonjour. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Vous nous apprenez, Roby, l'utilisation de l'énergie électrique, le besoin d'une éducation citoyenne. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est clair que on a réclamé le courant, on a réclamé l'électricité. Maintenant, on en a un tout petit peu, ça s'améliore. Mais le problème, c'est que les Guinéens n'apprennent pas à éteindre les lampes extérieures la journée. Et ça, c'est de la consommation du courant, ça, c'est du gaspillage. Et voyez-vous, c'est dangereux parce que, de toutes les façons, je pense que quand il y a le courant et qu'il y a le jour, on ne peut pas en même temps utiliser le courant dehors et le jour. Je pense que les Guinéens doivent apprendre à éteindre leurs ampoules à partir du matin pour les réallumer le soir. Parce que ça participe non seulement d'une éducation citoyenne, mais ça participe à consommer de manière raisonnable l'électricité, rationnelle, de manière rationnelle. On a déploré pendant des années qu'on n'a pas d'électricité. Maintenant qu'on en a, on le gaspille. C'est un peu comme l'eau. Vous partez dans des coins de Conakry, des quartiers où il y a de l'eau, les tuyaux sont coupés, les pompes sont ouvertes toute la journée parce que tout simplement... Mais le défaut, c'est à EDG, à la SEG. Parce qu'il y a des quartiers, il y a des maisons qui n'ont pas de compteur, où il n'y a pas de facture. Donc, les gens ne mesurent pas leur consommation d'électricité et d'eau par mois. Donc, ils ne dépensent pas pour savoir exactement que la consommation qu'ils ont est énorme. Je pense que c'est bien qu'il y ait le courant, mais il faudrait que EDG fasse des efforts pour qu'il y ait des compteurs et que les gens puissent apprendre à consommer de manière rationnelle le courant. Quand vous le payez, vous saurez comment l'utiliser. Voilà, on va pas se terminer là-dessus. Franchement, je vois pas l'utilité de parler de ça. Non, mais c'est important. Aussi, c'est important. Je vous assure. En tout cas, ça répond à un souci d'économie de l'énergie, mais il y a quand même une chose à relever dans l'intervention de Roby. Condamner l'attitude peu citoyenne de certains Guinéens est une chose, mais imputer la responsabilité à l'EDG de cette attitude-là en est une autre. Je pense que l'EDG n'a... Non, écoutez, je pense que l'EDG n'a rien à voir avec l'attitude des citoyens. Tout ce que l'EDG peut faire, c'est mettre des mécanismes qui peuvent le permettre de contrôler la consommation du courant. Mais en dehors de ça, l'EDG ne peut pas faire grand-chose. Voilà, merci beaucoup Djibril. Allez, on suit notre enquête, mon cher Tamba, Office guinéen des chargeurs. Comment expliquer les silences de la tutelle, mon cher ami? Vous avez du nouveau encore ce matin? Oui, du nouveau ce matin. Il y a quelques jours déjà que nous avons commencé à révéler un certain nombre de choses qui se passent du côté de l'Office guinéen des chargeurs. C'est important, avant d'en venir au résultat de l'enquête, c'est important de dire qu'il ne s'agit nullement d'un acharnement. Nous faisons exclusivement notre travail sur ce qui est en train d'être fait dans la vie publique guinéenne.
Alors, pour rappel, et c'est important que l'on sache de quoi nous sommes en train de parler, l'Office guinéen des chargeurs, il faut dire que c'est un établissement public à caractère administratif, donc qui a été créé par décret du 29 juillet 2010. Alors, c'est important de savoir c'est quoi le rôle de cet EPA, parce que c'est un établissement public, comme je le disais, à caractère administratif. Sa mission exclusivement est de rétablir les équilibres au sein des échanges commerciaux de la Guinée, en protégeant et en garantissant les intérêts des chargeurs dans l'espace guinéen. Et à ce titre, l'Office guinéen des chargeurs s'est fixé comme objectif de porter assistance et facilité aux chargeurs dans leur rapport avec les armateurs notamment, fournir une assistance juridique lorsque besoin est. Ouais. Et d'accord, je vais très rapidement en venir au problème. Ouais. Nous parlons aujourd'hui de recettes, mais c'est important de savoir d'où proviennent les recettes de l'Office guinéen des chargeurs. Justement. Les recettes de l'Office guinéen des chargeurs proviennent de ces taxes. Et les taxes proviennent elles-mêmes du bordereau, parce qu'ils ont instauré un système de bordereau de suivi des cargaisons. Et plus loin, avec l'harmonisation dans l'espace africain, on voulait suivre les cargaisons depuis l'embarcation jusqu'au débarquement. Finalement, c'est passé au bordereau électronique de suivi des cargaisons. Ça permettait en même temps de garantir la sécurité des cargaisons, mais aussi de rentabiliser l'action de l'Office guinéen des chargeurs. Alors, il faut rapidement dire que dans un cadre harmonisé, le département en charge des transports a pris une décision, et la décision date de septembre 2010, pour homologuer les prix. Et finalement, qu'est-ce qui en est résulté? Un conteneur de 20 pieds coûterait à ce moment-là 50 €. Lorsqu'il atteint les 40 pieds, il coûte 100 €. Ce sont des taxes là que je suis en train de donner. Tout matériel roulant de moins de 5 tonnes coûte 25 €, et celui qui dépasse 5 tonnes va coûter 50 €. Alors, lorsque des marchandises viennent en vrac, ils l'appellent le conventionnel vrac, ils vont coûter 0,5 € à la tonne métrique. Finalement, on va se dire qu'il s'agit d'une véritable ressource. Mais lorsque ces ressources entrent, c'est pour nous permettre d'aller au cas des 10% de la marine marchande dont nous avons parlé ici hier. Effectivement. Lorsque ces ressources entrent, le prend pour son argent de poche. Son argent de poche qu'il vient puiser lorsque il est prêt, son puits personnel. Alors, l'amener à Télémélé. Les grandes gueules. Justement, je vais en venir. Lorsque ces ressources viennent à l'Office guinéen des chargeurs, voici la clé de répartition. 40% reviennent au Trésor, 40% reviennent à l'ATPMS. Moussa Moïse parlait encore du béninois que l'on appelle Monsieur Jean Kodo. Donc les 40% lui reviennent, 40 autres % reviennent à l'Office guinéen des chargeurs, et à la fin, 40% à la marine marchande. Je me suis amusé à savoir qu'est-ce que ça pouvait... 10% pardon, à l'OGC et 10% à la marine marchande. Je me suis un peu amusé à savoir ce que ça pouvait valoir en termes de finances, en termes concrets. Seulement en 2012, d'après l'estimation du port autonome de Conakry sur le nombre de conteneurs reçus au port autonome de Conakry, on a pu comprendre que les 10% pouvaient dépasser le montant des 2 milliards de francs guinéens. En 2013, sur la même évaluation du port autonome de Conakry, on comprend que les 10% avoisinent jusqu'à 3 milliards de nos francs. Ça, c'est 2013. Il faut imaginer, il faut donc comprendre que les choses évoluent crescendo. Imaginez donc que monsieur, je crois que c'est Selou Baldé, je crois, Diallo, ils viennent au niveau de l'Office guinéen des chargeurs, et c'était que d'un office qu'il s'agissait. On a pris 1 mois sur cet audit. Je veux bien qu'on me dise pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon-là. Sur les 6 milliards premiers pour lesquels on disait ne pas avoir de pièces justificatives, l'audit n'a retenu finalement que 800 millions contre la direction générale. Injustifié. 800 millions injustifiés. 800 millions injustifiés. C'est ce que l'audit a retenu. Mais il faut quand même se poser la question de savoir... Mais justement, c'est la question que je vais te poser, à savoir comment on est passé de 6 milliards à 800 millions. C'est quand même la question que tout le monde se pose. De 6 milliards,
qu'on disait avoir été, qu'on disait envolé, on se demande maintenant finalement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à ces 800 millions de francs guinéens. Mais Lamine, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Ah ben oui, je te le disais, le problème c'est qu'il était trop innocent en bas. Lorsque l'audit a été mené, vous savez, l'audit, les responsables, ils sont venus et ils ont contacté les structures, le directeur général adjoint, le directeur général lui-même, le comptable, ainsi de suite. Mais lors de la restitution des résultats de cet audit-là, il a été demandé, vous pouvez vérifier l'information, il a été demandé au directeur général adjoint d'excuser ceux qui étaient venus mener l'audit. Et bien pourquoi? Il y avait en présence le directeur général et son comptable. Ouais. Lorsque le directeur général adjoint est arrivé dans la pièce, il lui a été demandé de les excuser. Je reprends les termes tels qu'ils m'ont été sortir. C'est le DGA quand même. Le DGA quand même, il s'agit, sortir. qui a été nommé par décret présidentiel, par décret, je ne veux pas faire de pléonasme, par décret au même titre que le directeur général lui-même. Mais qu'un simple comité d'audit demande à un directeur général cette affaire, et c'est ce qui a d'ailleurs fait mal, on lui dit cette affaire ne te concerne pas. Tu permets, laisse-nous du temps et nous allons rendre compte des résultats d'audit d'une institution dans laquelle il est le directeur général adjoint. Alors, est-ce que ces résultats ont été publiés, mon cher Kamba? C'est là finalement la question aujourd'hui. Aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, même l'Office guinéen des chargeurs ne dispose pas copie de ce rapport d'audit. Même l'Office guinéen des chargeurs n'en a pas copie. Ce qui a été fait, c'est le département des finances qui a diligenté l'audit. Normalement, le comité d'audit lui est revenu. Alors, il faut se dire que le rapport y est. Mais au-delà de ça, c'est vrai, les 6 milliards qu'on évoquait tantôt n'ont pas pu être obtenus dans le cadre de l'audit. Mais les 800 millions qu'on reproche à la direction générale, depuis combien de temps? Rien n'a été fait. Parce que jusque-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec 800 millions de francs guinéens pour lesquels il n'y a pas de justification? Non, mais que fait la tutelle alors? Que fait le président de la République? C'est une affaire connue. Que fait le département de l'économie et des finances? Rien à ce jour. Mais alors, aujourd'hui, je vais en venir au dernier. Le dernier point, parce que la dernière fois, on évoquait aussi en ce qui concerne l'acquisition du côté de Kouré-Malé. De Kouré-Malé, justement. Vous savez, je vous explique un peu comment ça se passe. Pour une aire de stationnement de 17 hectares et demi, voici comment précisément la démarche, qu'on m'a expliqué comment ça devait se faire. D'abord, il fallait que l'Office guinéen des chargeurs s'entretienne avec l'Office malien des chargeurs, parce qu'il s'agissait d'une aire aux frontières maliennes et guinéenne. C'est l'observation qui m'a été faite. Les grandes gueules. Donc une cotisation quelque part, normalement. C'est peut-être ça l'idée, mais à la fin, il fallait quand même une concertation parce que le Mali, vous savez, fait appel sérieusement à notre port ici en Guinée. Ses activités sont assez présentes ici en Guinée. Il fallait cette concertation-là. Ça n'a pas été fait, d'après les informations que nous avons. De l'autre côté, vous êtes directeur général d'une structure comme l'Office guinéen des chargeurs. Vous voulez faire une dépense de plus de 100 millions, parce que le montant, c'est quand même 250 millions de nos francs. Comment décider, à vous tout seul, d'aller acheter un terrain de ce genre-là à la somme de 250 millions et qu'en retour, il n'y ait ni compte rendu, les grandes gueules, l'achat du terrain? Parce qu'à ce jour, aucun n'est allé voir là-bas. Et l'autre démarche qu'il fallait faire, il y a une procédure. En plus des consultations internes, il fallait un bon de commande délivré par le département de tutelle. Mais ce bon de commande... J'allais poser cette question. Le département, est-ce que vous avez approché le ministre hier? Vous l'avez rencontré? Est-ce qu'on est un petit peu au courant de ça? Parce que c'est comme si c'était une petite république en fait. Le port autonome? Mais non, je parle pas du port. Je vais vous dire. Je parle de l'OCC, mon cher. Je vais vous dire la mine. Je vais vous dire la mine. C'est un démembrement de la République du port autonome. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a donc une chose, Lamine Guirassy. Au-delà des déballages qui ont été faits ici il y a quelque temps encore par Moussa Moïse, la presse s'est saisie de la chose, et certaines personnes haut placées au niveau de l'Office guinéen des chargeurs ont fait assez de bruit. Vous ne vous étonnez pas que le ministre ne réagisse pas. C'est quand même là le problème que nous avons aujourd'hui. Finalement, le montant à l'achat de ce terrain, d'après les informations que nous avons, aurait dû être versé au trésor public, ce qui n'a pas été le cas. Où est-ce que l'argent est parti? Dans les mains de qui? Et des mains de qui est-ce qu'on a obtenu ce terrain? La question reste et demeure.
Aujourd'hui, on se pose les questions sur 2 personnes au sein de l'Office guinéen des chargeurs. Le contrôleur financier, c'est le lieu de le dire, le contrôleur financier dont on a parlé s'est plaint de la situation qui y est. En ce moment même, il y a une équipe du département de l'économie et des finances qui est à l'Office guinéen des chargeurs pour le rétablir dans ses droits, dans ses fonctions. C'est quand même une chose que nous allons saluer. Mais quand même, il faut se poser la question, que fait le DGA dans tout ça? Parce que l'important, ce serait de le voir lui aussi mener une certaine action. C'est quand même un cadre de la vieille, comme on dit, un vieux de la vieille. Il a de l'expérience par rapport à ce domaine-là. Que fait-il? Est-il complice de la situation qui a lieu à l'Office guinéen des chargeurs? Cela ne profite pas en tout cas à la Guinée. Et encore une fois, puisque tout est au chef de l'État, Monsieur le Président, venez aider. Voilà. Les grandes gueules. De toute façon, on suit l'enquête là-dessus. Un Tamba, d'autres révélations demain. Allez, Moussa Moïse Védé, pour moi là-dessus. Rapidement pour dire que lorsque nous menions l'enquête à l'époque, beaucoup de choses avaient été soulevées. Mais on nous a fait croire qu'on pouvait toujours, dans notre pays, lorsqu'il y a des choses de ce genre, trouver un compromis pour caresser un peu les pattes des gens et dire que voilà, ce que vous dites, ça ne nous atteint pas, nous allons perdurer dans ce que nous faisons. Alors, la grosse arnaque a commencé rapidement quand on a changé de code, de contrôle, donc de recevabilité des marchandises, quand on est sorti du bordereau de suivi de cargaison pour instaurer un nouveau code qui est une grosse arnaque qu'ils ont appelé le code ICTN, International Cargo Tracking Number, qui est la même chose que le bordereau de suivi de cargaison. Et cela a fait augmenter les prix au niveau des conteneurs, mais également des marchandises. Il ne fallait pas rêver, Inspecteur Colombo. Non, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, seulement pour dire qu'on a cautionné ça au sommet de l'État. Ça continue de nos jours, mais nous aurons le temps d'en revenir. Inch'Allah, allez-y, mon cher On aura le temps d'en venir sur cette enquête de l'approfondie, parce que ce qu'il faut surtout souligner, c'est que ce problème, finalement, est très compliqué parce qu'on est arrivé à un point où il faut auditer même les auditeurs. Parce que je ne peux pas comprendre que de 6 milliards de francs guinéens, on en revient à 800 millions et qu'on éjecte le DGA en dehors du bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Je pense que beaucoup de questions se posent. On va approfondir. Et tant de révélations, évidemment. Allez-y, madame. À écouter le déclinement que Tamba vient de faire de toute cette situation, qu'une inspection vienne du ministère des Finances pour 7 jours, qu'on s'étale à un mois et qu'on refuse enfin, finalement, qu'on ne laisse même pas, ne serait-ce qu'une seule copie de cet audit au niveau de l'endroit concerné et qu'on refuse de faire une publication, ça prête vraiment à confusion. On se pose des questions. Est-ce que ceux qui sont venus auditer ont été graissés? C'est la grosse interrogation qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que s'il n'y a pas anguille sous roche, je pense qu'on aurait publié, on aurait mis au grand jour les résultats de cet audit. Encore une fois, je pense que ce pays est mal parti parce que c'est du haut sommet de l'État. Les personnes qui devraient protéger, je veux dire, les biens publics, ils sont les premiers, je pense, à les dilapider. On se met dans une position de faiblesse devant les espèces sonnantes et trébuchantes. Encore une fois, c'est le bas peuple qui souffre. Ces taxes-là, généralement, c'est les biens publics, c'est les biens de l'État, c'est le denier public. Je pense qu'ils devraient les partager un peu avec ce bas peuple-là, parce que c'est grâce à ce peuple qu'on a tout ça aujourd'hui. Voilà, Madame Yoruba, allez-y, mon cher. Deux choses. D'abord, je ne comprends pas le silence monacal dans lequel semble se claquemurer en quelque sorte le ministre de tutelle, M. Alioune Diallo, si je ne me trompe pas de nom. Je ne comprends pas ce silence. À mon avis, comme l'a dit Hiero, il y a anguille sous roche. Deuxième chose, je ne peux pas comprendre qu'on puisse parler de réforme de l'administration. Ce que Tamba vient de dénoncer, si ces faits sont avérés, c'est quand même... Les documents sont là, bien évidemment. C'est une façon de parler. Si ces faits sont avérés, c'est quand même un coup de sémence porté aux efforts de réforme de l'administration. Parce qu'on ne peut pas vouloir réformer l'administration et se détourner de l'orthodoxie de la gestion administrative. Tamba a souligné tantôt une sortie d'argent qui n'est pas passée par des circuits habituels, par des circuits traditionnels, soit le virement, soit qu'on émette un chèque, rien du tout, et on parle de réforme de l'administration. À mon avis,
c'est une illusion de parler de réforme de l'administration. Voilà, mon cher Djibril. Continuez à réagir, auditeur, GG au 8037, et derrière, on va s'intéresser à vous un peu plus tard dans cette émission. Du côté de la presse, on s'intéresse à la HAC ce matin, Moussa Moïsila. Oui, il l'a fait, monsieur Suleiman. Voilà, Suleiman, c'est cela. Voilà. Suleiman, Voilà. le gros lynx, lui-même en personne, qui sort donc ses yeux pour attaquer le décret confirmant l'élection de la présidente de la haute autorité de la communication, donc en l'occurrence Madame Martine Condé. C'est malgré nous qu'on parle de vous ce matin. Malgré, parce qu'il faudrait dire une chose. Je dit que je ne vais jamais parler de cette institution parce qu'elle veut de la publicité, la HAC. Je vous assure. Moi, ça ne m'intéresse pas. On n'a pas le choix. Ouais. Ces coupures de presse que nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent voir signalent déjà que le combat a commencé il y a de cela longtemps. Parce qu'il faut être quand même aveugle, atteint de cécité pour ne pas comprendre que cette élection s'est passée dans des conditions assez choquantes. Alors, monsieur Souleymane Diallo attaque donc cette élection de Madame Martine Condé. Il demande d'abord que dans le fond, que le décret soit annulé au niveau de la Cour suprême. Il a donc donné les motifs qui sont là. Il dit constater que l'élection de Madame Martine Condé dans les fonctions de président de la haute autorité de la communication n'a pas été supervisée par la Cour constitutionnelle et encore moins par la Cour suprême, agissant conformément à l'article 155 de la Constitution. Parce qu'il y a quand même la loi organique, l'article 7 de la loi organique. On connaît déjà le résultat parce qu'ils vont le débouter, ça va te débouter. Ben voilà, non, mais moi, tout ce qui est justice, franchement, vous savez, je me fie un petit peu une chose quand même. Je vous assure. Vous savez, voilà. Je suis désolé. Il faut quand même je veux bien, mon cher ami, je vous assure. Je confiance à la justice, mais bon. Lamine, vous êtes un républicain. Même quand la justice fonctionne mal, laissez-moi placer ça, même quand elle fonctionne mal, être républicain voudrait qu'on lui fasse confiance. Effectivement, je suis d'accord avec toi. L'article 7 portant donc de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication a donc été violé. Mais c'est bien de vous poser cette question parce que c'est la Cour suprême qui aurait dû superviser l'élection de Madame Martine Condé. C'est auprès de cette même Cour suprême que M. Souleymane Diallo a introduit sa requête. Martine oublie que nous avons eu une conversation dans son bureau. Et elle oublie quelque part aussi que quand je pars quelque part, je déclenche mes enregistreurs. Et ça, il faut qu'elle fasse très très attention. Il fallait pas le dire quand même. Il fallait pas le dire. Monsieur Guirassy, ce qui reste clair, c'est pas du tout un acharnement. Mais quand on attaque, c'est comme tout. Quand on attaque des faits, je pense qu'il y a de l'espoir que la requête de M. Diallo puisse porter fruit. On veut d'une institution capable de défendre réellement les droits des journalistes. On veut d'une institution qui ne soit pas sous la coupole de l'autorité centrale du pouvoir exécutif. On veut d'une institution neutre, transparente, qui permet quand même aux journalistes de voir en elle, qui permet aux journalistes de voir en elle les piliers de leur défense. Mais quand on vient du CNC à une nouvelle institution qui a ravivé autant d'espoir, mais qui n'est rien d'autre que le prolongement des tentacules de l'ancienne institution, je me dis qu'il y a quand même problème. Il faudrait que M. Diallo soit soutenu, parce que ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat pour toute une corporation. Voilà, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Qui fait grand bruit dans le milieu foot. Vous allez essayer de nous planter un petit peu le décor. Oui, justement, c'était à l'occasion du match de la 14e journée du championnat national, pour être beaucoup plus précis, qui s'est joué le dimanche dernier au stade du 28 septembre entre le Orea et le satellite FC de Guinée. Donc le Orea s'était imposé 1-0, sauf que il y a eu un fait au cours de cette rencontre. Le Orea aurait aligné avant la fin de la rencontre 8 joueurs, alors que 8 joueurs étrangers pour être précis justement, alors que le règlement dit que chaque équipe doit avoir dans son effectif 9 étrangers, 6
parmi eux doivent prendre part à chaque rencontre de football, sauf que l'Orea est passé à côté du sujet, le fait d'avoir aligné 8 joueurs, ce qui n'est pas du tout prévu par l'article 10 du règlement du championnat national de Ligue 1 de notre pays. Donc ça fait grand bruit, comme le disait tantôt. Il y a eu des réactions du côté de l'AS Kaloum qui veut dénoncer cela. Et ce matin même, il y a la commission juridique des compétitions qui doit se réunir du côté de la Fédération guinéenne de football pour statuer sur cette affaire-là. Donc on va essayer quand même d'écouter les uns et les autres. Voilà. Nous avons Balamine en direct ce matin sur les GG. Les grandes gueules. Allô Balamine, bonjour. Oui, bonjour Moussa. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, comment a-t-on pu laisser passer une telle erreur et à votre avis, quelles sont les dispositions qui vont être prises? Ben écoutez, on est surpris et pas du tout, puisque ce n'est pas la première fois que du côté du Lauréat de Conakry, il y a ce genre de dysfonctionnement. Il vous souviendra que la saison dernière, le Lauréat avait aligné un joueur qui était suspendu, Aboubacar Kamaragal, contre le Baté Nafayi. Le Lauréat avait gagné sur le terrain, je crois, 4 ou 5-0. Et sur tapis vert, les rouges et blancs avaient perdu de match. Pour avoir aligné donc ce joueur qui était suspendu. Et il s'en est suivi donc un réaménagement dans le bureau exécutif du Lauréat. On croyait, ces pratiques, en tout cas, ces attitudes révolues. Mais bon, on a été surpris de constater que contre le satellite, comme vous l'avez dit, le Lauréat a utilisé 8 étrangers au lieu de 6 autorisés donc par le règlement. Eh bien, il faut dire que le Satellite Football Club n'a pas porté réclamation, mais le Lauréat ayant droit de porter évocation a saisi l'occasion donc d'attirer l'attention de la Fédération guinéenne de football sur ce l'AS Kaloum, pardon, donc a saisi l'occasion pour attirer l'attention de la Fédération guinéenne de football sur cet état de fait et à suivre donc les réactions du côté des rouges et blancs et des médias depuis hier. On se rend compte que du côté du Lauréat, on ne nie pas l'infraction, mais simplement on essaye de minimiser et surtout de s'appuyer sur le fait que, selon ce qu'on dit du côté des rouges et blancs et de certains médias, il y a un vide juridique au niveau de la sanction qui est prévu pour ce genre d'infraction. Mais n'oublions pas que dans ce même règlement de la Fédération guinéenne de football, il est stipulé quelque part que toute équipe reconnue coupable de fraude peut être sanctionnée à hauteur du retrait des 3 points de la victoire et d'une amende à payer. Alors quand on aligne des joueurs, on dépasse le nombre qui est autorisé, on peut supposer que cela peut s'apparenter à une fraude. Oui, mais Balamine, sauf que ce cas de figure est plutôt inédit. Est-ce qu'on peut le ranger dans la catégorie des fraudes? Ben oui, le règlement, il est clair. Aucune équipe n'est autorisée à utiliser plus de 6 joueurs étrangers. Mais il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction prévue pour ce cas de figure. Là. Ce n'est pas expressément indiqué dans le règlement intérieur. Oui, c'est une question d'interprétation. Je vous ai dit que le règlement, quelque part, stipule que toute équipe reconnue coupable de fraude peut être sanctionnée à hauteur du retrait des 3 points de la victoire et d'une amende à payer. Alors on peut croire que cette attitude s'apparente à une fraude, d'autant plus que ce n'est pas une première du côté des rouges et blancs de Conakry, je vous l'ai dit, on peut parler de récidive. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'administration du Lauréat de Conakry, d'autant plus que Antonio Soare, vous le savez, met beaucoup d'argent, énormément d'argent dans le Lauréat de Conakry. Il investit beaucoup dans le football guinéen, mais malheureusement, on a l'impression que son administration a du mal à suivre. Et c'est vraiment dommage que le Lauréat puisse se retrouver Balamine, on a envie de comprendre, je suis pas spécialiste du football, mais j'ai envie de comprendre, avant les matchs, il y a quand même la liste des joueurs qui doivent participer à chaque match qui est déposée au niveau des structures concernées. Comment on peut ne pas le savoir depuis le début? Et justement, c'est la question que l'on se pose. On suppose que le Lauréat de Conakry, prenant part au championnat guinéen de Ligue 1 Nimba Mining, maîtrise donc le règlement qui régit le déroulement de ce championnat. Alors on est tout à fait surpris donc de voir que du côté de l'administration, du côté du staff technique, notamment du banc, en l'occurrence Kamfouri Lapé Bangora, qu'on ignore ce règlement et qu'on passe outre.
Oui, mais Balamine, je comprends votre grille de lecture, sauf que quand il y a un vide juridique, seul le juge est habilité à interpréter les textes. Et le juge en la matière, c'est la commission juridique de la Fédération guinéenne de football qui va statuer. Vous allez le dire il y a un instant. Bien. Oui, mais en matière de football, on parle toujours d'équité. L'équité, c'est extrêmement important en matière de sport et plus particulièrement en matière de football. Donc, quand vous violez la loi et quand vous violez le règlement, il n'y a plus d'équité. Et quand il n'y a plus d'équité, il y a triche. Et quand il y a triche, je vous l'ai dit tantôt, il y a un règlement qui régit donc le championnat guinéen qui stipule que toute équipe reconnue coupable de triche doit donc être sanctionnée à hauteur du retrait des 3 points de la victoire et d'une amende qui va être fixée. Donc, toutes ces questions d'interprétation. Voilà. Balamine, en tant qu'observateur, oui. Balamine, pourquoi c'est l'AS Kaloum qui réclame cette situation? Parce qu'on se rappelle la saison dernière, lorsque l'Oréa avait aligné Aboubacar Gal, vous le rappelez, tantôt contre le Baté, l'Oréa avait gagné, je rappelle, 5-0, mais avait perdu le match sur tapis vert. C'est l'AS Kaloum qui a tiré les ficelles. Pourquoi c'est toujours l'AS Kaloum qui tire les ficelles? C'est le rival, je le disais. Dans le libellé, c'est quand même. Est-ce que la victoire, Balamine, ne doit pas plutôt se jouer sur le terrain? Ok. La victoire, elle peut se jouer sur terrain, elle peut se jouer sur tapis vert. Et c'est comme ça partout dans le monde. Je vous l'ai dit, le règlement, il prévoit que l'adversaire du Oréa peut porter réclamation. Alors, si l'adversaire du Oréa ne le fait pas, tout autre club de Ligue 1 peut porter une évocation auprès de la Fédération guinéenne de football. C'est-à-dire que le club en question, même s'il n'est pas concerné, même s'il n'est pas l'adversaire du Oréa, peut attirer l'attention de la Fédération guinéenne de football sur une violation du règlement. Et la Fédération peut, à partir de ce moment, s'auto-saisir. Oui, mais le problème, c'est si tu permets, moi je m'intéresse beaucoup plus à la question du vide juridique. Est-ce que, n'est-ce pas une défaillance de nos textes en matière de football? Pourquoi y a-t-il vide juridique là? Ou bien c'est quelque chose qui peut arriver ailleurs? Effectivement, ce vide juridique suscite beaucoup d'interrogations, mais en même temps, je vous l'ai dit et je vous le répète, dans les mêmes textes qui régissent le fonctionnement de ce championnat guinéen de Ligue 1 Nibama League, il est clairement écrit que toute équipe reconnue coupable de fraude peut être sanctionnée à hauteur du retrait des 3 points de la victoire et d'une amende à payer. Alors quand vous alignez plus de joueurs qu'autorisés, c'est comme si vous alignez par exemple dans un match de football 12 joueurs, vous avez fraudé, vous avez triché et à ce titre donc vous devez perdre les 3 points de la victoire. Alors, je vous l'ai dit et je vous le répète, en matière de sport et de football, on insiste assez particulièrement sur l'équité. C'est pour cette raison qu'il y a des contrôles antidopage. Parce que quand il y a des joueurs qui sont dopés, ça veut dire qu'ils ne sont pas au même niveau que ceux qui ne le sont pas. Et qu'à partir de là, il y a triche. Donc quand il y a violation du règlement, il y a fraude, il y a triche, je pense que le Oréa, au lieu peut-être de discuter la décision, devrait plutôt voir le fonctionnement du bureau exécutif et essayer de comprendre pourquoi il y a ces maladresses ou ces bévues à répétition au sein de l'administration du Oréa de Conakry. Voilà. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Je pense que le président Antonio Soare ne mérite pas tout cela au vu de tout l'investissement qu'il fait dans ce Oréa de Conakry, surtout d'une manière générale dans le football guinéen. Je pense qu'il doit s'entourer de personnes beaucoup plus compétentes, de personnes beaucoup plus responsables qu'il ne l'est en ce moment. Voilà, Balamine, en tout cas c'est dit. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ah, merci, c'est ton revoir. Allez, au revoir. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Media, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Media. Le futur
Vivons-le ensemble. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on va revenir dans un instant. Mais déjà, on a écouté Balamine, hein, Koutoubu. Oui, moi je pense bien que comme je le disais tantôt, c'est de bonne guerre. Hein. Il faut le rappeler entre ces deux équipes. On connaît jusqu'où va la rivalité entre l'AS Kaloum et le Orea. Mais bon, ce qu'il faut dire dans cette situation, c'est vrai que le Orea sans doute a violé le règlement, il faut le rappeler. Mais quelque part, c'est que la fédération n'a pas réussi à prévoir tout cela dans cet article-là. Parce que au même moment, vous interdisez... Voilà, justement, au même moment, vous interdisez aux équipes d'aligner 8 joueurs étrangers dans un match de football, dans le championnat guinéen ici. Au même moment, il fallait que les sanctions soient prévues de ce côté-là. Moi, je pense bien que la faute, ce n'est pas que à l'AS Kaloum ou au Orea, mais c'est à la Fédération guinéenne de football de prendre ses responsabilités, de prévoir ces situations-là pour qu'on ne puisse pas tomber à chaque fois dans ces situations, parce qu'il est malheureux quand tu gagnes sur le terrain et qu'on te retire les points sur le tapis vert. Alors vous avez essayé de joindre aussi quelques membres de Orea pour l'instant. Oui, ce matin j'ai essayé de joindre l'entraîneur du Orea, Kamfouri Lapé Bangoura, mais aussi le chargé du recrutement de l'équipe Mbaye Touré, mais bon, je n'ai pas eu de réponse pour on verra dans la deuxième heure pour Kappa. Merci beaucoup Koutoubu, on fait une pause et on revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.